Comptabilité générale selon les normes Contablesis Coada. Introduction. Le gouvernement de chaque pays déploie des efforts pour pouvoir lutter contre le sous-développement afin d'atteindre le développement. L'un des aspects sous lesquels se mesure le développement d'une nation, c'est l'économie. Celle-ci s'évalue en considérant l'ordre macroéconomique procédant par l'analyse globale d'ensemble et l'ordre microéconomique procédant par l'analyse partielle individuelle. La comptabilité est un instrument utilisé par l'économie pour mesurer les différents faits qui s'y rapportent. Au niveau global, macroéconomique, c'est la comptabilité nationale qui joue ce rôle et au niveau sectoriel, c'est la comptabilité d'agents économiques qui est utilisée comme instrument. 0. Définition de la comptabilité. La comptabilité doit être définie en prenant en compte son triple aspect que constitue la technique. La science est l'art jugé indissociable et intimement lié, la technique étant la partie matérielle de l'art. L'art, pour qu'il soit productif, recourt normalement au soutien d'une science alors que la technique permet l'enregistrement des faits observés et leur suite. La science dicte des principes et règles à appliquer pour assurer un contrôle de situation voulu afin de justification d'informations, de prévision et de contrôle de gestion, pour parvenir aux résultats concrets désirés, l'imagination qu'exige l'établissement, l'application et la coordination de l'ensemble du système comptable fait des techniques et procédures d'enregistrement des principes et règles fondamentaux constituent l'art, notion d'ordre plus général et plus global. Ainsi, la comptabilité est définie comme étant la science des comptes qui a pour but d'organiser les écritures par le choix judicieux de livrer des comptes nécessaires, aspect art, afin d'en suivre facilement les opérations et d'en présenter les résultats, aspect technique. 0.2 Esquisse de l'origine, évolution et branche de la comptabilité, premier sujet. 2. Historique de la comptabilité. Depuis le temps antique, nous trouvons dans toutes les anciennes civilisations des preuves de l'existence de la comptabilité. La comptabilité a été pratiquée sous des formes diverses. En tant que technique d'enregistrement des opérations, la comptabilité remonte à l'Antiquité. La Bible la situe vers 2800 avant Jésus-Christ en Égypte, vers 2000 ans avant J.C. à Babylone, vers 900 en Israël et vers 500 avant J.C. en Grèce et à Rome. Celle-ci est apparue dans les grandes civilisations anciennes, égyptiennes, phéniciennes, romaines, etc., à partir du moment où celle-ci avait réuni trois éléments essentiels au fonctionnement de cette technique, à savoir l'existence de l'écriture, du papier et de la monnaie, mais cette période de l'Antiquité ne présente aucun intérêt pour l'étude de la technique comptable puisque, comme le fait remarquer Pierre Garnier, les véritables systèmes des comptes ne remontent que au XIIIe siècle vers 1200. En après J. C. Antérieurement il existait seulement des comptes, indépendants les uns les autres et non des systèmes des comptes arithmétiquement liés entre eux comme c'est le cas aujourd'hui. Selon Pierre Garnier, au XIIIe siècle coexistaient trois formes de comptabilité à savoir, la comptabilité par recettes et dépenses, la comptabilité par débit et crédit et la comptabilité à partie double, 1 degré, la comptabilité par recettes et dépenses ou comptabilité simple, également appelée comptabilité de caisse. Celle-ci consistait et consiste encore à utiliser un seul compte, le compte caisse dont les recettes sont enregistrées à gauche et les dépenses à droite et qui se caractérise par l'absence de la notion du débit et de crédit.
C'est cette comptabilité que tient, encore aujourd'hui, une bonne ménagère et que tiennent également les services des finances publiques, raison pour laquelle celle-ci est appelée également comptabilité publique. Cette comptabilité présente deux grands inconvénients. Elle ne donne pas la position des tiers, fournisseurs, clients ou autres, vis-à-vis de l'utilisation lorsque celui-ci fait des opérations à terme. Elle ne permet pas d'établir un bilan et de dégager le résultat. 2 degrés, la comptabilité par débit et crédit ou comptabilité en partie simple, afin de remédier aux insuffisances de la comptabilité simple, on a perfectionné cette valeur en ajoutant au compte unique caisse, des comptes nominatifs pour chacun des tiers avec lesquels l'utilisateur réalisait des opérations à terme. Au départ, on a donc d'abord ajouté les comptes clients, fournisseurs, débiteurs et créditeurs. Plus tard, les comptes tels que marchandises, immeubles, matériel, mobilier, terrain feront leur apparition dans cette comptabilité. Les mentions débit et crédit ont d'abord été utilisées par les banquiers qui enregistraient les sommes reçues en dépôt au crédit et les sommes prêtées ou retirées au débit. Crédit signifiait confiance, c'est-à-dire celui qui confiait son dépôt avec confiance. Débit signifiait droit, c'est-à-dire celui à qui on a prêté droit. Il apparaît qu'au début, ces deux mentions se mettaient indifféremment à gauche ou à droite au-dessus d'un compte et ce n'est qu'à l'époque du professeur Lucas de Pacioli au XVe siècle qu'en France la mention débit sera fixée à gauche et celle de crédit à droite. Il est à noter que la comptabilité par débit, utilisée aujourd'hui par certains petits commerçants sans le savoir peut-être, intéressait à dégager la position ou le solde de chaque compte utilisé sans établir un lien avec d'autres comptes. En outre, cette comptabilité se caractérisait par le fait qu'elle utilisait les comptes d'un seul ordre, à savoir les comptes de situation dont on pouvait déterminer le résultat en faisant les différences entre la somme des soldes des comptes des avoirs et la somme des soldes des comptes des dettes. Détermination du résultat par la formule de bilan. Point 3. La comptabilité en partie double ou comptabilité générale ou commerciale. Celle-ci se caractérise par une utilisation combinée de deux groupes de comptes, les comptes de bilan qui déterminent la situation nette de l'entreprise et les comptes de gestion qui déterminent le résultat réalisé. Le fait qu'une opération est enregistrée dans deux comptes au moins dont l'un est débité et l'autre crédité pour un même montant, dans la comptabilité à partie double, le résultat peut être déterminé de deux manières différentes. Par la formule du bilan, R égale actif-passif, par la formule de gestion R égale produit plus profit, moins charge plus perte. La comptabilité à partie double constitue ainsi la forme la plus développée qui présente les avantages suivants. Elle permet la détermination de la nouvelle situation patrimoniale de l'entreprise à la fin d'une période. Elle permet de dégager à tout moment la position ou le solde de chaque compte utilisé et l'établissement de la balance de vérification. Elle permet de déterminer le résultat d'exploitation, B. En tant que science, le premier livre de comptabilité, on le doit au moine Lucas de Pacioli. Ce moine qui fut professeur à l'université de Pérouse en Italie, rédigea en 1495, un livre de 600 pages intitulé « Traité d'arithmétique, de géométrie, des proportions et de la proportionnalité ». Dans un chapitre consacré à la comptabilité, il explique comment par la méthode de la partie double tenir un quaderno, grand livre, avec son journal, et son mémorial, brouillon.
Ce professeur fut suivi par beaucoup d'autres tels que Simon Stevin, Mathieu Delaporte, Edmond Desgranges, Courcelles-Seneuil, etc. Cette comptabilité a connu une grande évolution due notamment à la révolution industrielle au XVIIIe siècle, laquelle engendra la constitution des entreprises de dimension relativement importante pour cette époque. Évolution de la comptabilité en partie double et il fallut s'adapter à cette évolution en introduisant dans la comptabilité commerciale les comptes permettant le calcul du prix de revient et qui formaient la comptabilité industrielle. Au XIXe siècle, de nombreuses entreprises individuelles obligées par les progrès techniques qui nécessitaient des capitaux importants et pour faire face à la concurrence, se sont transformées en associations momentanées ou en associations en participation et plus fréquemment en sociétés des personnes, à savoir en sociétés en nom collectif ou en commandite simple. La comptabilité des sociétés qui est un complément de la comptabilité commerciale ou à partie double s'est donc développée au cours de ce siècle. Au début du XX siècle, la comptabilité analytique qui est également un complément de la comptabilité commerciale est imaginée pour répondre à un besoin de connaître les conditions internes d'exploitation, c'est-à-dire les coûts qui sont les informations nécessaires pour contrôler la gestion, prendre les décisions et établir les prévisions. Formellement, cette comptabilité est née en Europe avec les plans comptables généraux allemands et français, 2 degrés, la normalisation comptable. Dans beaucoup de pays comme la RDC, celle-ci a été imposée par l'État qui cherchait à faciliter le contrôle des bénéfices imposables et l'établissement des comptes de la comptabilité nationale, production, exploitation, revenus, etc., lesquels permettent le calcul du PIB, du revenu national, de la consommation, de l'épargne, de l'investissement et du taux de croissance. Il est à noter que le premier plan comptable général fut élaboré en Allemagne en 1937. C'était un plan militaire que le maréchal Göring imposa à toutes les entreprises du Reich et qui comprenait 10 classes de comptes numérotées de 0 à 9. La France de son côté se dota d'un plan comptable général en 1947, lequel sera révisé en 1956 et en 1986. La Belgique, quant à elle, ne s'est dotée d'un plan comptable général qu'en 1978, en R.D.C. L'origine du plan comptable général remonte à l'année 1972 au cours de laquelle le gouvernement décida de doter le pays d'un plan comptable général. En 1973 est institué le Conseil permanent de la comptabilité aux Zaïre dont le secrétariat général se chargea de l'élaboration d'un projet d'un plan comptable général qui sera adopté et imposé à toutes les entreprises en 1977. Notons qu'un plan comptable général vise l'uniformisation de la comptabilité de toutes les entreprises ou d'une catégorie d'entre elles par l'imposition d'un langage commun contenu dans la liste des comptes, des principes de comptabilisation et des règles d'évaluation à respecter, des modèles des documents comptables de synthèse à savoir le bilan, le tableau de formation du résultat, le tableau de financement, etc., n'auront pas, pour chaque exercice social, dressé l'inventaire et établi les états financiers annuels ainsi que, le cas échéant, le rapport de gestion et le bilan social, auront sciemment établi et communiqué des états financiers ne délivrant pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'exercice. Les infractions prévues par le présent acte uniforme seront punies conformément aux dispositions du droit pénal en vigueur dans chaque État partie.
Principes comptables fondamentaux. La comptabilité moderne et conventionnelle. Pour assurer sa fonction de communication, elle a établi des postulats généralement admis pour l'établissement des états financiers. Aussi, le système comptable OHADA retient 8 principes comptables. 1. Principe de prudence. Ce principe consiste en l'appréciation raisonnable des événements et opérations afin d'éviter de transférer, sur des exercices ultérieurs, des risques nés dans l'exercice et susceptibles d'entraîner des pertes futures. L'application de ce principe permet de protéger les utilisateurs externes des états financiers, et aussi les dirigeants, contre les illusions qui pourraient résulter d'une image non prudente ou trop flatteuse de l'entreprise. Ainsi, la règle de prudence crée une dissymétrie de traitement des charges et des produits. Toute perte probable est systématiquement enregistrée en charge alors que les gains potentiels ne le sont jamais. 2. Principe de la permanence des méthodes. C'est un principe selon lequel l'application d'évaluation et de présentation des méthodes comptables doit être constante d'un exercice à l'autre sauf changement exceptionnel dans la situation de l'entreprise ou de son environnement économique, juridique ou financier, conformément aux normes internationales. La comparabilité des états financiers annuels successifs nécessaires à l'analyse des utilisateurs repose sur cette permanence. La dérogation à ce principe est soumise à des conditions exceptionnelles et strictes. Les modifications qui résulteraient d'un changement de méthode doivent être justifiées et explicitées dans leur nature et leur incidence sur les états financiers dans l'état annexe. Ces modifications doivent en outre être signalées dans le rapport de gestion et, le cas échéant, dans le rapport du commissaire aux comptes. 3. Principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture. Selon ce principe, les soldes de clôture de l'exercice N1 doivent être identiques aux soldes d'ouverture de l'exercice N. Cette convention, classique mais d'application délicate, a pour principale conséquence que l'on ne peut imputer directement sur les capitaux propres, à l'ouverture de l'exercice, donc à la clôture de l'exercice précédent, ni les incidences, gains ou pertes, des changements de méthode comptable, ni les produits et les charges relatifs à des exercices précédents qui auraient été omis. Ces corrections doivent transiter par le compte de résultat du nouvel exercice. Dans le cadre du système comptable OHADA, il a été considéré qu'il n'existait que 2 cas d'imputation possibles, directement sur les capitaux propres, sans passer par le compte de résultat, celui de l'incidence d'un changement de méthode ayant un impact fort significatif sur les états financiers, celui de la correction d'une erreur significative. 4. Principe de la spécialisation des exercices. Ce principe implique le rattachement à chaque exercice de tous les produits et charges qui le concernent et cela seulement, en application de ce principe, il doit être tenu compte, sous des conditions déterminées, de tous les événements survenus après la clôture de l'exercice et avant l'arrêté des comptes. Cependant, font exception dans le cadre de l'application de ce principe, la comptabilisation de l'impôt selon la méthode de l'impôt exigible et la constatation du résultat à l'achèvement des travaux dans les contrats pluri-exercices. 5. Principe du coût historique. Ce principe du coût historique consiste à comptabiliser les opérations sur la base de la valeur nominale de la monnaie sans tenir compte des éventuelles variations de son pouvoir d'achat. Il repose sur la stabilité de l'unité monétaire qui doit permettre d'additionner des unités monétaires de différentes périodes, sans dénaturer l'information comptable. Selon ce principe du coût historique,
les actifs sont comptabilisés pour le montant payé ou pour la valeur de la contrepartie qui a été donnée pour les acquérir. Les passifs sont comptabilisés pour le montant des produits reçus en échange de l'obligation ou, dans certaines circonstances, par exemple, les impôts sur les bénéfices, le montant que l'on s'attend à verser pour éteindre le passif externe, dans le cours normal de l'activité. Selon les articles 35 et 36 de l'Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière, la méthode d'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est fondée sur la convention du coût historique. Aussi donc, à leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes. Dérogation au principe du coût historique, lorsque les déformations dues à l'inflation deviennent trop fortes, le système comptable OHADA a prévu le recours à la réévaluation qui peut être libre ou légale, réévaluation libre, généralement sans avantages fiscaux. L'augmentation des capitaux propres résultant de la réévaluation est considérée par le fisc comme un bénéfice imposable, réévaluation légale, organisée par une loi interne des États parties. Et normalement sous le bénéfice d'avantages fiscaux, neutralité fiscale ou écart de réévaluation peu ou faiblement, amortissements fiscaux calculés sur les montants réévalués, etc. Les systèmes comptables OHADA précisent la technique de réévaluation qui porte exclusivement sur les immobilisations corporelles et financières. Le calcul des valeurs réévaluées peut se fonder, soit sur une méthode indiciaire, par utilisation d'indices officiels dans la limite des valeurs actuelles, soit sur une méthode de coûts actuels, recherche des valeurs actuelles des éléments. 6. Principe de la continuité d'exploitation. L'application de ce principe implique la présomption de la poursuite de l'activité de l'entreprise dans un avenir prévisible. La continuité de l'exploitation est un principe comptable retenu par IASB comme l'une des bases pour l'établissement des états financiers censés représenter l'entreprise en continuité d'activité, c'est-à-dire dans l'hypothèse de non-cessation ou de non-réduction sensible de ses activités, lorsque la continuité de l'exploitation est comprise. En tout ou en partie, la permanence des méthodes ne peut plus s'appliquer et l'évaluation de ces biens et dettes doit être reconsidérée pour ceux des actifs et passifs concernés par la non-continuité. 7. Principe de régularité et transparence. C'est un principe en vertu duquel les informations importantes doivent être présentées et communiquées clairement sans intention de dissimuler la réalité derrière l'apparence. Cependant, ce principe est l'objet de diverses appellations selon les auteurs. Ainsi, l'on parle tantôt de la clarté bonne information, tantôt de la régularité et de la sincérité objective. La mise en œuvre de ce principe permet de donner une présentation claire et loyale de l'information. Il faut inclure dans ce concept la conformité aux règles et procédures du système comptable OHADA, au plan comptable et à sa terminologie, à ses présentations d'états financiers, notion de régularité. La présentation et la communication claire et loyale de l'information. Sans intention de dissimuler la réalité derrière l'apparence, le respect de la règle de non-compensation, dont l'inobservation entraînerait des confusions juridiques et économiques et fausserait l'image que doivent donner les états financiers annuels, sont uniquement autorisées les compensations juridiquement fondées. 8. Principe de l'importance significative.
c'est le principe selon lequel l'information significative serait celle dont l'omission ou la déformation pourrait influencer l'opinion destinataire des états financiers, jugement sur le patrimoine, la situation financière et le résultat des états financiers. L'importance significative fait appel à la notion de seuil de signification. Elle s'applique notamment dans l'élaboration de l'état annexé où la production de certaines informations n'est requise que si elles ont une importance significative par rapport aux données des autres états financiers sans préjudice des obligations légales. Pour l'établissement des comptes consolidés, l'importance significative s'applique dans la définition du périmètre de consolidation lorsque l'intérêt ou l'incidence négligeable de certaines filiales sur les comptes consolidés pourrait amener à les laisser hors du périmètre. Les conséquences de ce principe sont considérables et vont, selon le cas, dans le sens d'un allègement ou d'un alourdissement de l'information comptable, dans le sens d'un allègement de l'information. L'arrondi possible de certaines évaluations stocke notamment la possibilité d'accélérer l'arrêté des comptes annuels, dont d'accélérer leur publication, par des estimations raisonnables des comptes de régularisation, charges à payer, produits à recevoir. Ne présentant pas de différence significative avec les montants exacts, la possibilité voire l'obligation de ne pas fournir, dans les notes annexes aux états financiers, des informations n'atteignent pas le seuil d'importance significative. C'est appréciation du caractère significatif d'une information. La notion de seuil de signification est, avant tout, le fruit d'une appréciation subjective et ne saurait être ramenée à une dimension exclusivement quantitative. Elle implique, au contraire, une étude au cas par cas en fonction des particularités de l'unité. Critère à retenir, si la notion de caractère significatif n'est pas exclusivement liée à un critère quantitatif, ce dernier peut, sur un plan pratique, aider à sa mise en œuvre. À titre indicatif, on peut considérer qu'une information quantifiée sur le plan financier a un caractère significatif dès lors que l'une au moins des conditions suivantes est remplie, lorsque le poste qu'elle explique ou précise représente un certain pourcentage du total du bilan, par exemple, entre 5 et 10% au moins, ou lorsque la partie de variation du poste expliquée par l'information représente entre 10 et 20% du montant total du poste, ou lorsque le montant considéré représente plus de 10% du bénéfice net. Les critères qui peuvent être retenus sont, par exemple, le résultat des activités ordinaires, le résultat net, le chiffre d'affaires, les capitaux propres. La nature de l'information en cause peut présenter un caractère qualitatif qui conduira également à une mention dans les notes annexes. De même, une information peut être significative si elle répond par avance à une question susceptible de se poser à la lecture du bilan ou du compte de résultat. 9. Principe de la sincérité, c'est l'application de bonne foi des règles et procédures en vue de fournir des informations claires, loyales, adéquates, précises et complètes. NB. Le système comptable OHADA développe les applications les plus usuelles du principe de la prééminence de la réalité économique sur l'apparence sans pour autant l'adopter. Ainsi, l'élargissement du périmètre du bilan conduit, avec le SISC-OHADA, à opérer un glissement du bilan patrimoine vers un bilan économique en I, incluant les biens détenus en réserve de propriété.
Les biens détenus au titre d'une concession ou dans le cadre d'un crédit-bail, la distinction, dans le résultat, des activités ordinaires des éléments hors activités ordinaires permet de définir de façon restrictive les éléments considérés dans le PCGC comme exceptionnels ou hors d'exploitation. Ce nouveau découpage des activités vise à isoler les résultats susceptibles de se reproduire à qualité de gestion égale. Objectifs du SYSCO-ADA. Les objectifs sont les suivants. Harmoniser le référentiel comptable et les pratiques des entreprises dans les États parties au traité OHADA, permettre la tenue, la préparation et la présentation des comptes dans les mêmes conditions de fiabilité, de compréhension et de comparabilité, améliorer la qualité des informations financières pour les utilisateurs, image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat, adapter les principes et méthodes comptables des entreprises aux normes internationales, accroître l'efficacité du contrôle des comptes, mettre à la disposition des entreprises des outils de gestion modernes.